Rencontre du cadre de concertation au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation partis politiques. Au menu du jour, les élections à venir et les conditions de leur tenue. 3,8 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe financière mise à la disposition du consortium Family Care International et l'ONG Conseil et appui pour l'éducation à la base par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour servir à la réalisation du programme Action concertée pour l'amélioration de la santé de la reproduction et la promotion des droits sexuels des femmes et des filles de la région de Mopti. Avant-première du film Rapt à Bamako du réalisateur Cheikh Oumar Sissoko. Rapt à Bamako, un long métrage de 2 heures qui va à la conquête de l'étalon de Yenanga au FESPACO qui s'ouvre dans 4 jours à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a successivement reçu en audience le secrétaire permanent du G5 Sahel et l'ambassadeur conseiller du département d'État américain. Avec les deux personnalités, le chef de l'État a fondamentalement évoqué les questions de paix et de sécurité. Youssouf Diakité. La première personnalité reçue par le président de la République est le secrétaire permanent du G5 Sahel. Entre lui et le chef de l'État, il a été fondamentalement question de la sécurisation du Sahel et de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le G5 Sahel, comme vous le savez, est cet organisme que les États du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont souverainement mis en place pour prendre en compte les questions de sécurité et de développement. Il a été créé le 16 février 2014 en Nouakchott. Sa convention vient d'être signée en décembre 2014, où moi-même j'ai été nommé par les chefs d'État. Donc il est tout à fait normal que je vienne remercier son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir accepté ma candidature. La deuxième personnalité reçue est Thomas A. Shannon, conseiller au département d'État américain. Avec lui, le président de la République a également évoqué les questions de paix et de sécurité. Le président Keïta a participé, comme vous le savez, au sommet Afrique-Amérique et la participation malienne a été vraiment de taille. Et donc, j'ai été mandaté par le président Obama et par le secrétaire d'État pour venir justement montrer notre appréciation pour la participation du Mali à ce sommet qui fut très important. Évidemment, c'était aussi l'opportunité pour nous de mettre l'accent sur la coopération à un très haut niveau que nous avons avec le Mali, aussi bien dans le domaine du développement que de la sécurité. C'était aussi l'occasion pour nous de féliciter le président pour avoir réussi à atteindre un cessez-le-feu aux accords, aux discussions de Alger et montrer combien nous sommes avec le Mali pour le soutenir dans les efforts de recherche de la paix. On peut le dire, l'unanimité, c'est autour du combat pour la paix et la sécurisation totale du pays, des préoccupations qui sont au cœur de la politique du gouvernement malien. On parle à présent de la rencontre du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, partis politiques avec au menu les élections à venir et les conditions de leur tenue. Alousséni Touré. 2 facteurs peuvent influer négativement sur les élections à venir. Prévues pour se tenir le 26 avril prochain, les élections communales et régionales peuvent être entachées par, d'une part, l'insécurité dans certaines parties du pays et d'autre part, par l'absence de certains citoyens encore réfugiés dans les pays voisins. La question que je voudrais partager avec vous, comment renforcer la confiance des citoyens en ce processus électoral? Comment améliorer le taux de participation aux différents scrutins? Parce qu'il s'agit là, véritablement, nous le savons tous, d'élections de proximité. Et l'atteinte de ces objectifs exige que nous élaborions une stratégie, déployant des actions qui doivent être des actions concertées. La délégation générale aux élections, la Commission électorale nationale indépendante et la direction générale de l'administration territoriale ont été notamment mises à contribution pour expliquer la stratégie et le déroulement du processus. Le département rassure quant aux dispositions prises. La modification des principaux textes relatifs à l'élection des conseils de collectivités territoriales, en lien avec les recommandations, justice, les recommandations des États généraux, puisse permettre au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation d'envisager des actions comme la mise en place des organes chargés de préparer et de gérer le processus électoral, l'organisation des opérations d'achèvement du RAVEC,
d'organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de procéder à la mise à jour du fichier électoral biométrique. Toutefois, les chefs de partis politiques s'inquiètent de l'insuffisance de conditions sécuritaires autour de cette élection. Selon le président de l'IFDP, on ne saurait tenir des élections en l'état actuel du pays. Par ailleurs, la révision exceptionnelle des listes n'aurait pas été accomplie dans les conditions à même de favoriser la participation du plus grand nombre, estiment certains intervenants. Le Salon international de l'agriculture qui a ouvert ses portes samedi dernier à Paris se poursuit. La traditionnelle journée du Mali s'est tenue cette année au lendemain de l'ouverture sous la présidence du ministre du Développement rural, le Dr Bokari Treta. Une journée essentiellement consacrée aux possibilités d'investissement dans le secteur agricole. Résumé de la journée avec nos envoyés spéciaux, Siedou Sissoko et Nyaza Koulibaly. C'est par ces quelques notes de Cora sous l'égide du réseau des communicateurs traditionnels Recotrade de Paris qu'a commencé la journée, comme pour rappeler aux visiteurs français et d'autres amis du Mali qu'ils sont bien à la journée du Mali au Salon international de l'agriculture. À l'entame, le ministre Bokari Treta a tenu à dissiper les frustrations suscitées par la faible visibilité des produits maliens au salon. Dorénavant, notre pays, nous allons travailler à améliorer les conditions de notre participation pour rendre davantage visible le Mali, visible les productions végétales, animales, piscicoles, bref, les productions agricoles au salon. Le salon est véritablement un espace de donner et de recevoir. Quant à la journée organisée chaque année à l'initiative de l'APECAM, cette édition de 2015 a enregistré la collaboration de l'association Initiative agricole pour le Mali, INAGRIM. Aussi a-t-elle été essentiellement consacrée à des exposés suivis d'échanges sur l'immense potentiel agricole du Mali et surtout les possibilités d'investissement. C'est ainsi que les responsables de l'Office du Niger, de la CMDT, du laboratoire vétérinaire et la chef du processus d'organisation du secteur en zone de concentration des investissements, appelé Agropole, ont édifié l'assistance sur les dites possibilités d'investissement. Les réactions en la matière ne se sont pas fait attendre, notamment certains membres de l'association Initiative agricole pour le Mali qui ont déjà investi dans l'Office du Niger sont confrontés à la lourdeur des procédures et à d'autres tracasseries. À défaut de pouvoir donner séance tenante les dites assurances, le ministre du Développement rural et le président de l'APECAM ont donné toutes les orientations à cet effet. À noter qu'auparavant, le ministre Bokari Treta avait rendu une visite de courtoisie aux responsables de quelques autres stands des pays africains présents au salon de 2015. En marge des activités du Salon de l'agriculture, le ministre du Développement rural a eu une séance de travail avec le directeur de l'Agence française de développement. Il était accompagné du président de l'APECAM et certains membres de sa délégation. À l'issue de la dite séance de travail, nos envoyés spéciaux ont eu les appréciations du ministre Treta et de Marcelin Jean-Pierre, directeur Afrique de l'Agence française de développement. Je pense notamment qu'il y a 3 sujets que nous avons avancés sur lesquels nous avons été très attentivement entendus. Le premier, nous avons porté une ambition vraiment d'aménager 350 000 hectares. 350 000 hectares dans les années à venir. C'est vrai, le projet présidentiel est de 100 000, mais pour inverser les tendances, je pense vraiment nous allons non seulement réussir les 100 000 pendant le mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais nous allons ambitionner à aller au-delà, 350 000. La contrainte majeure, ce sont donc les ressources. L'AFD ne va pas nous apporter toutes les ressources, mais va nous accompagner. Deuxième chose que nous avons annoncée, les agropoles. Parce que nous comprenons tous que l'exploitation familiale, essentiellement tournée vers la satisfaction des besoins alimentaires de nos populations, ne peut pas nous permettre d'atteindre nos objectifs tels fixés par les hautes autorités. Faire de l'agriculture le moteur de notre développement, donc développer une agriculture exportatrice à l'horizon 2018 et faire du Mali un pays émergent à travers donc sa production agricole. Et puis j'ai annoncé une initiative. J'ai rencontré nos compatriotes, les compatriotes maliens. J'ai noté la volonté d'une grande majorité des Maliens à venir au Mali s'investir dans la terre. Les mécanismes et modèles, nous sommes en train de réfléchir, mais nous avons lancé une piste de réflexion. Comment capitaliser, comment rationaliser
le pouvoir de financement de nos compatriotes pour donc reconvertir vraiment donc ces masses d'argent et les amener à investir donc dans l'agriculture, notamment l'agriculture familiale. Notre Conseil des États étrangers va donc très prochainement approuver le dernier volet de financement du projet PADER. Cette fois-ci, le financement sera complet avec donc 27 millions d'euros de prêts et 6 millions d'euros de subventions, de dons, pour financer un programme très intégré d'appui au capital productif, d'appui aux infrastructures sur une grande partie du territoire en faveur notamment des filières animales. Promouvoir le concept agroécologie dans les politiques agraires, c'est l'objectif d'un forum international qui s'y tient à Selengue. Ce forum, organisé par la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, fait suite à un appel de la société civile internationale pour asseoir une agriculture propre exemptée de tout produit chimique. L'appel a été entendu car plus de 300 participants venus de 4 continents ont pris d'assaut le centre de conférence Nieleni de Selengue. Envoyé spéciaux donc Abdoulaye Diarra et Siratigui Traoré. La rencontre de Selengue est un forum de la société civile internationale. Les participants au nombre de 300 environ sont venus de 4 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Pendant 4 jours, les délégués des différents continents vont débattre du concept agroécologie. Selon les experts, l'agroécologie est une forme agraire en réponse à l'agriculture et l'élevage extensif, au bradage des ressources fauniques et halieutiques. Nous avons cru que les ressources naturelles sont inépuisables. On peut déforester, on peut dégrader les sols, on peut polluer les eaux, on peut polluer les sols indéfiniment. Mais à la vérité des choses, on se rend compte que c'est totalement faux. Aujourd'hui, on a mis en danger notre propre existence, notre propre futur. Et c'est ça qui a créé le concept de l'agroécologie. Certains pays comme l'Italie ont une grande expérience dans l'agroécologie. Selon ce délégué de la société civile italienne, l'heure est à la mutualisation des savoir-faire locaux à la matière. Nous, on doit échanger nos expériences, donner à l'agroécologie un cadre global qui peut devenir après utilisé par tous les politiques publiques pour soutenir l'agriculture, la pêche, les pastoralistes, les nomades, pour un nouvel marché aussi. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en tant qu'organisation inter-État, est présente au forum en qualité d'observateur. Ce n'est pas pour nous de concilier les positions, mais vraiment pour écouter les voix de la société civile et pour voir comment on peut inclure et à la fin, comment on peut travailler sur l'agroécologie avec la société civile en partenariat, mais aussi travailler avec notre État membre. Pour les représentants du ministre du Développement rural, le Mali a déjà une longue expérience dans cette forme agraire. Les pratiques agroécologiques utilisées à cet effet sont entre autres l'accroissement de la biodiversité, la fertilité au moyen d'engrais verts et de compost, la gestion intégrée des productions et des déprédateurs, les aménagements pour lutter contre l'érosion et pour recharger les nappes phréatiques, l'utilisation des variétés adaptées, la réhabilitation des savoir-faire traditionnels. En attendant la fin des travaux à Selengue, l'optimisme de faire prévaloir dans les annales de l'agriculture le nouveau concept agroécologie reste perceptible sur le visage de tous les participants. Les travaux de premières assises 2015 de l'Association africaine de l'eau s'est poursuivi ici à Bamako. Le thème de la dite rencontre porte sur l'efficacité énergétique dans la société d'eau et d'assainissement en Afrique. Une exposition est organisée à l'occasion dans les jardins de l'hôtel Salam sur les dernières technologies en matière de gestion de l'eau. Nyanya Alou Traoré nous fait visiter quelques stands. C'est au total une quinzaine de stands qui exposent à ces premières assises 2015 du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau. Les exposants, ils nous viennent d'Afrique et d'Europe. Ils représentent la diversité de l'association à travers le monde. Dans ce stand, ce sont 2 sociétés maliennes qui exposent. On essaie de mettre l'accent sur le projet phare Kabala, qui est Kabala, au fait, c'est pour réduire à terme le déficit d'eau qui existe actuellement à Bamako.
Kavala seul va faire 144 000 mètres cubes d'eau. Alors à Bamako, si je ne me trompe pas, ici les chiffres sont bons, nous avons besoin d'une capacité de production de 150 000 mètres cubes d'eau. En marge de l'exposition, des panels sont animés autour du thème principal, l'efficacité énergétique dans les sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique. Voilà, vous pourrez suivre après ce journal un reportage complet sur les travaux de ces premières assises 2015 de l'Association africaine de l'eau avec Nyanya Aliou Traoré. La professionnalisation du secteur des transports se concrétise avec l'Alliance Bordelier et ses alliés pour organiser le secteur et prendre en compte le camionnage qui va permettre un développement économique considérable. C'est ce que nous dit Mariam Sagara. L'Alliance bordelaise, l'USAID et les États de l'Afrique de l'Ouest se préoccupent désormais de la professionnalisation du secteur de camionnage. Pour en faire une activité rentable, les décideurs financiers et acteurs entendent outiller les transporteurs et partenaires d'une connaissance acquise pour la rapidité, l'organisation et l'encadrement en amont et en aval de leurs activités. Nous attaquons le problème dans tous les sens et d'une manière régionale. Cet atelier à Bamako est suivi d'un atelier qu'on a déjà organisé à Accra pour identifier les véritables acteurs du transport et pour pouvoir les accompagner à devenir professionnels. Le secteur du transport occupe une place de choix dans les orientations stratégiques du gouvernement et pour cause, le Mali est un pays enclavé. Force est de constater que le transport dans sa globalité reste malheureusement encore très coûteux. Mais la question de la charge à l'essieu est une question importante. Parce que quelle que soit la qualité des routes sont faites pour supporter une certaine charge. Si on dépasse la charge, c'est sûr qu'une route qui est prévue pour durer 10 ans, au bout de 5 ans, ne tiendrait pas. Cette vision de l'Alliance bordelaise aura sans aucun doute un impact plus que positif dans la commercialisation transfrontalière et dans la sécurisation du trafic de toute nature. La délégation des organisations de la société civile malienne qui mène un plaidoyer en faveur de notre pays auprès des partenaires sur la crise était hier face à la presse. Il s'agissait de faire le compte-rendu de la tournée que la délégation vient d'effectuer dans 3 pays européens. Compte-rendu de nous, Sissoko. Ce plaidoyer enclenché par les organisations de la société civile malienne vise à prouver aux partenaires qu'au Mali, il n'y a ni conflit intercommunautaire, encore moins interreligieux. Il s'agit de couper court à la campagne d'intoxication et de désinformation menée par un groupe d'individus sur des médias internationaux et auprès de certains pays amis. La mission forte de 15 membres est composée de représentants de toutes les confessions religieuses, de toutes les régions du Mali et de personnes ressources. Cette mission a effectué un périple de 10 jours en France, en Belgique et en Suisse. La société civile réaffirme son attachement à une paix juste et durable, tenant compte des principes inaltérables du droit, de l'égalité pour tous les citoyens maliens, quel que soit leur sexe, leur couleur, leur croyance et leur appartenance ethnique. Elle a décidé de lancer un appel sur cette situation dans un document intitulé le message de la plateforme de la société civile malienne aux amis du Mali. Faire ce message de la plateforme de la société civile, forte d'une délégation de 15 membres, dont la liste sera communiquée, a transmis aux autorités politiques, administratives, religieuses, civiles et associatives au cours des entretiens qu'elle a eus dans les différents pays visités. La société civile réitère son attachement à l'unité nationale et s'engage pour la sauvegarde de la patrie. Cette initiative heureuse a été initiée par notre cadet, notre frère, Chérif Ousmane Madane Haïdara. Il a été vraiment la cheville ouvrière de cette mission. Mais nous l'avons fait avec aussi l'accompagnement des autorités maliennes. Le langage de la vérité a été tenu parce que nous leur avons dit ce qui se passe au Mali. La souffrance du peuple malien qui n'a que trop duré. Nous savions aujourd'hui, vu la place que ces grandes puissances aujourd'hui occupent, en réalité, avec la volonté de tout un chacun, nous pouvons arrêter cette souffrance-là, qui est cette guerre dans le nord du Mali, qui menace toute la région du Sahel. Nous pensons que nous avons eu des oreilles attentives. Le message a été réceptif, ils ont compris, ils ont promis de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, pour
c'est de eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, le monde, nous sommes dans une situation globale où rien ne se passe ailleurs qui ne touche pas l'autre. Donc ils ont vraiment démontré tout leur intérêt pour parler actuel qui est en train de se dérouler en Algérie. Ce qui a frappé nos partenaires, c'est le démenti que la mission a donné à la mauvaise médiatisation de la situation qui prévaut dans notre pays de crise. Nous avons réfuté tous ces liens avec des arguments à l'appui. L'initiateur de cette campagne de plaidoyer, Chérif Ousmane Madani Haïdara, appelle l'ensemble des Maliens à l'union afin de surmonter les dures épreuves auxquelles nous faisons face. Parlons à présent de la signature de l'acte d'adhésion du syndicat des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. L'événement a eu lieu au siège de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM. Reportage de Fadema Keita. La famille de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali s'agrandit. Le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales vient de signer son acte d'adhésion à la CDTM puisque partageant les mêmes idées. Le processus ayant abouti à la signature aujourd'hui, le CNFCT l'a voulu participatif, raison pour laquelle des correspondances ont été adressées d'une part à toutes les structures afin de faire un choix et d'autre part aux différentes centrales pour les rencontres et discuter sur ces ensembles. À partir de cet instant, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales est partie intégrante de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Nous avons compris, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités et la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous avons les mêmes missions, nous avons les mêmes préoccupations. La cérémonie de signature qui marque le début de cette collaboration a enregistré la présence de nombreux membres de deux organisations syndicales. Je vous le disais dans le titre, 3 milliards 800 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière mise à la disposition du consortium Family Care International et l'ONG Conseil et Appui pour l'éducation à la base par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. L'enveloppe servira à la réalisation du programme Action concertée pour l'amélioration de la santé de la reproduction et la promotion des droits sexuels des femmes et des filles d'Ebo Alafia de la région de Mopti. Les activités du programme ont officiellement été lancées ce mardi. Reportage de Yacouba Maïga. Le programme Debo Alafia, qui couvrira toute la région de Mopti, entend soutenir à travers des actions concertées les initiatives des acteurs locaux vouées à améliorer la santé de la reproduction et à promouvoir les droits sexuels des communautés en général et le respect des droits des femmes et des filles à l'horizon 2019 en particulier. Ce programme vise à atténuer les violences faites aux filles et aux femmes et à renforcer la planification familiale. Ce programme permettra également de renforcer l'éducation. Pour la réalisation de ce programme, c'est l'ambassade du Royaume des Pays-Bas qui a accepté volontiers mettre une enveloppe de 3 milliards 800 millions de francs CFA à la disposition du consortium Family Care International et l'ONG Conseil Appui pour l'éducation à la base chargé de sa mise en œuvre. Nous pouvons confirmer le bien fondé d'un tel programme qui mettra en place des fonds régionaux pour financer des initiatives locales vouées à améliorer la santé de la reproduction et les droits reproductifs et sexuels des communautés. Nous saluons le dynamisme de la coopération néerlandaise et formulons le souhait que dans l'avenir, celle-ci soutienne de façon plus marquée les actions du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui est le département sectoriel chargé de l'impulsion et de la coordination de la politique nationale genre. Le projet Debo Alafia interviendra sur le terrain à travers le financement des acteurs locaux porteurs de projets répondant aux objectifs du programme. Constater les conditions de fonctionnement des huileries cotonnières conformément aux normes qualité requises et procéder à la fermeture pure et simple des unités non en règle. C'est l'objectif d'une mission de contrôle du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la région de Sikasso. Compte rendu de Fatoumata Diallo. Mais pas tisserand qui le veut et chaque exercice doit forcément obéir à des réglementations en vigueur. Une meilleure appropriation de cette idéologie par les dirigeants des huileries cotonnières est à l'origine de la mission de contrôle dépêchée par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans la région de Sikasso.
Aujourd'hui, l'huile est consommée pratiquement dans toutes nos familles, par toutes les populations. Et il y a des risques liés à la santé, n'est-ce pas, des populations du fait de sa production. Alors le ministre a instruit, n'est-ce pas, c'est surtout technique pour aller contrôler toutes les huileries sur l'ensemble du territoire national. Vérifier, n'est-ce pas, les schémas technologiques, l'autorisation d'exercer, l'autorisation de mise sur le marché, avoir un schéma technologique approprié qui puisse faire en sorte qu'on ait de l'huile raffinée. Le périple ainsi effectué dans les unités industrielles a permis aux responsables de l'Agence malienne de normalisation, de promotion de la qualité et des directions de l'industrie et du commerce et concurrence de dégager le constat suivant. La majeure partie de ces unités que nous avons visitées, elles ont pu nous produire non seulement les textes réglementaires qui exigent à ce qu'elles fassent ce travail-là, et aussi détiennent un certain nombre de certificats. Par rapport à l'autorisation de mise sur le marché, sur toutes les entreprises que nous avons visitées jusqu'aujourd'hui, c'est une seule qui a l'autorisation de mise sur le marché. Alors que les autres quand même ont entamé, n'est-ce pas, le processus. Certaines entreprises qui n'ont même pas l'agrément. Alors donc là, il n'y a pas d'autres mesures. Nous avons procédé à la fermeture systématique. Les conditions idoines de stockage de la matière première et des produits, les emballages et leur traçabilité ont été parmi tant d'autres les maîtres mots des missionnaires. Cérémonie de remise samedi d'un camion incendie, d'un minibus et d'un fourgon ambulance à la direction régionale de la protection civile de Caille, d'un coût global de 150 millions de francs CFA. Ce don a été offert par l'association Solidarité Dar el Salam en partenariat avec le festival Caille Médine Tamba. Reportage de Kansoutou Kanté. Le festival Caille Médine Tamba, c'est aussi des actions de solidarité et d'entraide. C'est ainsi que l'association Solidarité Dar es Salam basée en France a magnifié des actions de solidarité en offrant aux sapeurs-pompiers de la région de Caille un camion incendie, un minibus, une ambulance d'une valeur de 150 millions de francs CFA, suivi de la remise d'un don composé de lits d'hospitalisation et de chaises roulantes au CESCOM du Cassou. Un geste très significatif qui restera longtemps gravé dans la mémoire des populations. Nous sommes fiers et heureux d'avoir obtenu un camion fourgon porte-tonnes de 3000 litres, d'un bus 22 places ainsi que d'un véhicule toute utilité à destination de la caserne des pompiers de Caille. Grâce à l'organisation du festival de Caille Médine Tamba et aux efforts des membres de notre association Solidarité Dar es Salam, la population bénéficie des aidants de véhicules aujourd'hui. Le directeur général de la protection civile, le directeur de cabinet ont tous salué les généreux donateurs tout en leur promettant d'en faire bon usage. Ces responsables sécuritaires ont besoin de ces engins pour être vraiment opérationnels sur le terrain. Et je tiens ici donc à remercier les responsables de cette association Solidarité Dar es Salam. Et je tiens aussi à remercier Madame la promotrice du festival Caille Médine Tamba, qui est presque à la base de tout ça. Les clés des 3 véhicules ont été remises au directeur de cabinet qui les a ensuite données à qui de droit. Retour à Diré, dans la région de Tombouctou, de l'institution financière Chili Finance qui a organisé une assemblée générale de son conseil d'administration. Les autorités politiques, administratives et les clients ont pris part à cette rencontre, la toute première après la crise. Reportage d'Yé à Tandina. Cette assemblée générale du conseil d'administration de l'institution financière Chili Finance à Diré se tient dans un contexte marqué par une crise qui a affecté les activités. C'est pourquoi les responsables ont mis l'accent sur la performance et la crédibilité dont jouissait Chili auprès de ses clients. La toute première rencontre après la crise a été aussi l'occasion pour les acteurs d'annoncer le retour de leur agence. Aujourd'hui, j'ai vu des actionnaires complètement engagés. C'est ce que je vois. Et je vois des lendemains meilleurs pour notre caisse. La majorité des actionnaires de Chili Finance sont encore vivants et ils sont motivés à payer plus, disposés à faire plus. Les autorités administratives, tout comme le personnel, se réjouissent et s'engagent à relever le défi. Du fait que je vis aujourd'hui, les commerçants, les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, plus motivés que moi à recréer Chili, à réouvrir Chili, ça me donne vraiment du courage. Je sais que je pourrais faire
du bon travail avec eux. Créé en 2005 avec un capital de 300 millions à Diré, Chili Finance, tout comme les autres institutions financières de la région, ont été victimes des pillages pendant les événements de 2012. Voilà, vous l'avez compris, il fallait plutôt dire Chili et non Chili. La mairie du district de Bamako vient de tenir un conseil extraordinaire sur la problématique de l'éclairage public pour mieux informer les populations sur le rôle de différentes parties. Adam Sangaré, maire du district de Bamako, donne les détails au micro de Youssouf Diakité. La mairie du district de Bamako et l'énergie du Mali doivent gérer conjointement la redevance épée pour le profane. D'ailleurs, c'est le cas, ce sont les différentes installations qui permettent d'illuminer la ville, les artères principales, et cela a un coût. Cela a un coût supporté par les citoyens. Par les citoyens, tout le monde parmi vous ici reçoit mensuellement des factures EDM, en marge de laquelle il y a la redevance épée qui augmente en fonction de la consommation d'électricité. Mais cela fait plusieurs années, il y a une convention qui lie la mairie du district à EDM concernant la gestion de ces redevances, qui effectivement concerne beaucoup d'argent. Quand on voit un peu l'augmentation de la population de Bamako, la demande d'électrification des uns et des autres, ça veut dire qu'il y a au minimum plus de 100 branchements par jour. Nous n'avons jamais fait le point avec l'EDM concernant les redevances qui doivent être normalement domiciliées dans un compte ouvert à cet effet à la Banque nationale de développement agricole, la BNDA. Les dernières informations que nous avions, depuis février 2010, le compte n'a reçu aucune alimentation. Les administrateurs du laboratoire central vétérinaire étaient en conclave pour examiner, à la faveur du 30e conseil d'administration de la structure, l'état d'exécution du budget et le rapport des activités en 2014. D'autres détails avec Aguissa. La situation du laboratoire central vétérinaire est prometteuse. Les performances enregistrées par cette structure en matière de production de vaccins font naître beaucoup d'espoir chez les administrateurs réunis pour la 30e session de leur conseil d'administration. Dans le domaine de la production de vaccins, un total de 28 318 250 doses ont été produites, soit un taux de réalisation de 106,86%. Les ventes de vaccins en 2014, qui s'élèvent à 29 622 550 doses, restent nettement supérieures à celles des 5 dernières années, avec un taux de réalisation de 119,45%. Un total de 2003 échantillons, toutes situations confondues, ont été analysées. Si la subvention de l'État connaît une baisse, avec les fonds propres et l'apport des partenaires, le budget est en hausse de plus de 3%. Le budget 2015 est de 1 616 470 000 francs CFA. Donc une augmentation d'environ de 4% par rapport au budget 2014. Les activités sont essentiellement dans le cadre de la production de vaccins. Cette année, le laboratoire entend également poursuivre ses activités de recherche dont les résultats sont très encourageants pour les 3 dernières années. Présentation officielle hier d'un ouvrage pluridisciplinaire de 650 pages, le Mali contemporain, avec 45 auteurs africains et français. Le processus d'élaboration a débuté en 2008 avec l'Institut français de recherche et développement, IRD, et les éditions Tombouctou, entre autres. Moïse Traoré. Le Mali contemporain est une œuvre pluridisciplinaire. Elle traite de thèmes dont la démographie galopante, la sociologie et la religion au Mali. L'ambassadeur de France, qui relève la pertinence de l'ouvrage, en ressort quelques pistes de réflexion. Que pensent les chercheurs du post-Alger? C'est quoi vos idées sur le post-Alger? La régionalisation poussée, risques, avantages, inconvénients. Pourquoi ce pays arrive à produire, mais n'arrive pas à transformer? Pourquoi le Mali transforme-t-il moins de 3% du coton qu'il produit? Les 45 auteurs africains et français sont sous la direction de Joseph Bruno Jailly. Sur les 24 chapitres, 12 sont co-signés, 7 par des franco-maliens, 3 par des maliens et 2 par des français.
Faire en sorte que les articles écrits par les chercheurs maliens trouvent leur débouché dans des revues internationales et dans des ouvrages tels que celui qui vient d'être publié et pour lesquels la moitié des auteurs sont maliens. Les chercheurs ont effectué plusieurs colloques et des voyages d'études entre la France et le Mali. La recherche en sciences sociales, elle n'est pas toujours de l'ordre du spectaculaire, mais elle peut offrir aux citoyens, aux décideurs, une certaine compréhension, en tout cas la lecture que les chercheurs font d'une situation donnée. Donc ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est le résultat de quelques 5 à 6 années de recherche. Cet ouvrage collectif marque incontestablement l'esprit. Tel est le constat du ministre de l'Éducation nationale qui a rappelé la jeunesse du projet. Le Mali contemporain est une œuvre de 650 pages. La transition vers le tout numérique est en bonne voie. Elle offre d'énormes possibilités en matière de télécommunication et d'information. Et les Maliens veulent saisir cette opportunité. Un Malien de la diaspora justement a lancé en début de semaine à l'hôtel Radisson Blu Excel TV, une nouvelle société de distribution d'images. Excel TV importe des innovations technologiques qui ont fait leur preuve ailleurs. Cette société a déjà créé plus d'une vingtaine d'emplois directs. Pour plus de détails, suivons les explications de Ousmane Tounkara, président directeur général d'Excel TV. Il est au micro de Mohamed Ould Mamouni. La création de Excel TV, nous avons vu beaucoup de lacunes dans le secteur de l'audiovisuel au Mali. Il y a des acteurs très très compétents qui font très bien ce qu'ils font, mais il reste un vide en matière d'innovation. Alors nous sommes là pour essayer de combler ce vide en termes de transmission numérique principalement. La création d'emplois faisait partie des motivations de ce projet. Je suis beaucoup sollicité par des jeunes sans emploi, beaucoup de temps qui cherchent, on cherche tant bien que mal à les insérer dans nos affaires. Alors je me disais que c'était encore une motivation de créer un nouvel business qui peut accueillir des jeunes. Principalement Excel, avant même son lancement commercial, nous avons déjà 25 employés qui travaillent à temps plein, qui bénéficient de formation. Alors ça, c'est sans compter les nouveaux emplois qui vont se créer une fois que nous serons en production, notamment les vendeurs de cartes que nous allons donner pour les abonnements et tous nos distributeurs agréés. Ça serait encore beaucoup plus d'emplois. Nous restons pratiquement dans le même domaine pour parler cette fois-ci de cinéma avec le Festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel de Ouagadougou, FESPACO, qui s'ouvre dans le cadre sur Burkina Faso. Le Mali va à la conquête du prestigieux étalon du Yenanga avec le long métrage de Cheikh Oumar Sissoko intitulé Rapt à Bamako. À travers ce long métrage, les réalisateurs mettent en exergue les pratiques malsaines qui se font pendant les élections. Il s'agit notamment de la corruption, du sacrifice humain. Mohamed Diarra. Après 15 ans d'absence, Cheikh Oumar Sissoko signe son retour sur le plateau du cinéma avec son 6e long métrage, Rapt à Bamako. Le long métrage est en compétition à la 24e édition du FESPACO. Rapt à Bamako est une adaptation cinématographique du roman du même nom avec comme personnages centraux deux adolescents âgés de 14 ans, Sarah et Malik. Le film de 2 heures environ relate l'histoire pathétique d'une amitié des enfants sur le fond de tribulations politiques électorales. 2 candidats se lancent dans la course pour la présidentielle. On assiste alors à toutes sortes de pratiques malsaines. L'imposture de la mégalomanie, le recours à la science occulte. Bref, avec la complicité d'un candidat, une observatrice européenne des élections est kidnappée. Et le candidat n'hésite pas à sacrifier sa nièce albinos pour le pouvoir. La scène est pathétique. Grâce à la ténacité, au courage et à l'intelligence des 2 personnages centraux, les auteurs sont sauvés. Rapt à Bamako, c'est une histoire qui se passe dans tous les pays africains. La voracité des adultes, des hommes politiques, pour le pouvoir, quels que soient les moyens à mettre en place, jusqu'au sacrifice de l'être humain. Mais aussi des enfants, des adolescents,
qui refusent une telle situation parce qu'ils ont une autre conception de la vie. Et il y a un enfant de la diaspora qui s'ajoute à un autre enfant du Sénégal et du Mali pour contrebalancer, et il y a un conflit de génération qui se met en place. Au-delà de ça, il faut que cela nous change de l'ordinaire des films africains. Parce que ce n'est pas des films d'action où on est là, on est assis, on parle. Mais pour une fois, on a un autre genre. Le genre policier, le genre enquête, le genre recherche, ça c'est très important. Tout ça, ce ne sont que des croyances, ce n'est pas vrai, et que même si c'était vrai, les albinos aussi ont droit à la vie et à une vie normale, comme les autres personnes. Le film est un mélange de styles entre la nouvelle génération de comédiens et les anciens. C'est une œuvre produite à plus de 90% par le Centre national de la cinématographie du Mali. Un film très apprécié par le public. J'ai retenu l'histoire de la petite dame, c'est de l'albinos qui m'a beaucoup touchée. C'est des jeunes garçons, des adolescents, vraiment qui donnent des leçons de morale à nos anciens. Le co-auteur du roman Rapt à Bamako affirme que la coupe du tailleur est très correcte. Chaque mar, il m'a soufflé, il m'a bluffé là, parce que d'une œuvre de jeunesse, il en a fait une œuvre de portée nationale et universelle. Cette politique du Mali, volontariste du Mali et du CNCM, qui consiste à prendre les œuvres des auteurs maliens pour en faire des films, et du coup booste le livre et faire reconnaître le livre, est une action très gratifiante pour les écrivains comme nous sommes. Rabt à Bamako, l'unique long métrage du Mali au Festival 2015, se singularisera par son thème qui est d'actualité, car l'année 2015 est celle des élections en Afrique. L'autre atout, c'est aussi son originalité. Nous pensons que c'est possible d'avoir des talents. C'est certain, parce que c'est un très bon film. En tout cas, les gens ont apprécié. Et je pense qu'au Burkina Faso, le fait d'être déjà parmi les 20 films en compétition, c'est déjà important. Toutes nos félicitations au réalisateur Cheikh Oumar Sissoko, et également, en tout cas, un sentiment de fierté au niveau de l'État malien également, avec la grande participation, le grand concours du CNCM, ce qui prouve que tout l'attachement que le gouvernement malien a pour le cinéma malien, et c'est une grande preuve pour nous de tous nos efforts de faire du cinéma un outil de développement transversal. Après 70 ans, le cinéaste politique, non moins détenteur du prestigieux étalon du Yelenga en 1995 avec Gimba, sera-t-il le porte-bonheur du Mali pour brandir la 4e fois l'étalon du Yelenga? Je ne sais pas, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est depuis que j'ai choisi le cinéma, c'est pour servir mon pays et le continent. Voilà, bonne chance donc à Rabt à Bamako au FESPACO. Paix et réconciliation, c'est le thème de la première édition du festival Dieredon qui s'est tenu à Kita du 20 au 22 février dernier. Il a ouvert ses portes à la place de l'indépendance en présence de nombreux artistes de notre pays. La cérémonie a été marquée par le défilé des troupes venues des contrées du cercle, la visite des sites touristiques et des concours entre les jeunes artistes. C'était en présence de la marraine de l'événement et du premier vice-président de l'Assemblée nationale représentant le parrain. Envoyé spécial à Kita, Abdraman Keita et Lamine Keita. En accordant ces lots importants de matériel médical au centre de santé de Kita, les ressortissants du cercle de Kita vivant en France prouvent par cet acte qu'ils se soucient du développement de leur localité. Ces appareils vont contribuer ainsi à améliorer les soins de santé de la population. Nous comptons beaucoup travailler pour la santé à Kita, surtout vu le nombre de décès liés aux accouchements. Donc tous ces trucs nous ont motivés à créer cette association. Nous ferons bon usage pour que effectivement le gros problème du Mali qui est la mortalité maternelle. Voilà, quelques petits problèmes avec cet élément, toutes nos excuses. On poursuit donc ce journal pour parler de la Ziara al-Omaria de Nioro du Sahel qui a pris fin dimanche dernier par une prière sur la paix et la réconciliation nationale. La clôture était présidée par Madani Muntagatal de Dakar. Était présent à cette cérémonie plusieurs érudits dont Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique. Reportage de Ibrahima Alaï Chokari. Un des temps forts de la Ziara al-Oumarienne a été la visite aux morts à Kélékounda, cimetière où reposent de nombreuses personnalités religieuses
dont les descendants de El Hadj Omar Fouti Tall, Muntaga Cheikh Oumar, Nourou Cheikh Oumar et Daï Cheikh Oumar, des hommes qui avaient un idéal de pureté et de justice. Les pèlerins venus de tous les coins se sont retrouvés sur ce lieu symbole pour prier pour le repos de tous ceux qui y reposent. Kélé Kounda n'a pas pu contenir le monde venu participer à la prière collective pour rendre hommage aux morts et entrer en communion avec Dieu pour prier pour le Mali et les Maliens. Moment de recueillement que personne ne voudrait rater. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yadullah ma'al jama'a. Sa communauté ne se réunit jamais sur quelque chose que Dieu ne veut pas. Il les réunit sur quelque chose qui va les réunir de plus, qui va laver leur foi et s'aimer entre eux. La ziyara a un sens extrêmement profond et important pour les musulmans. Ziyara, ça veut dire me lever pour aller rendre visite à un frère. Je crois qu'on ne peut pas parler de réconciliation, on ne peut pas parler d'union ou d'unité tant que d'autres ne se lèvent pas pour aller à la rencontre des autres. Le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, tous les Mali est là, tous les musulmans est là. Je crois que nous sommes en train de poser les jalons d'une réconciliation qui est non seulement spirituelle, mais aussi sociétale. Autre temps fort d'une semaine de prêche, de lecture du Saint-Coran, de prière et de bénédiction, la cérémonie de clôture. Elle était présidée par Thierno Madani Muntaga Tall, venu de Dakar. Occasion pour Thierno Madani de remercier tous les fidèles pour leur participation et leur mobilisation autour de l'événement. Les petits-fils d'El Hadj Omar Fouti Tall ont, au cours de cette cérémonie, prôné l'entente, la solidarité et le pardon entre tous les musulmans. Cette 15e édition de la Ziyara al-Omariya s'est achevée par une prière renouvelée pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà, nous bouclons cette édition d'information sur cette note triste. Le président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau et de la conférence des présidents, l'ensemble des députés et le personnel parlementaire ont la profonde douleur de porter à la connaissance du peuple malien le décès ce mardi 24 février 2015 de l'honorable Oumou Simbo Keïta, député du Mali, élu dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, vice-présidente de la commission de contrôle de l'Assemblée nationale. Décès survenu à l'âge de 47 ans. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, au nom de la représentation nationale, présente ses condoléances les plus attristées à la famille durement éplorée. Puisse Allah le Tout-Puissant l'accueillir en son saint paradis. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.